Chez les Grecs, l'homme est hanté par ses passions, mais il est doué de raison. Les passions chez les Grecs, ce peuvent être tous les emportements, qu'ils soient des emportements de tristesse ou de joie, de colère ou de trop grande réjouissance. Platon est né en 428 et mort en 348 avant Jésus-Christ. C'est un élève de Socrate. Contrairement à Socrate, il n'est pas issu d'un milieu populaire, mais au contraire d'une grande aristocratie athénienne, ce qui le met dans une situation très difficile par rapport à la démocratie. On se méfie de Platon parce qu'on ne voudrait pas que Platon porte les valeurs antiques de l'aristocratie athénienne. Contre la démocratie pratiquée dans cette ville. Pour comprendre le concept célèbre du philosophe roi chez Platon, il faut se référer, en fait, il faut s'inscrire, immerger ce concept dans, disons, une vision très générale de toute la philosophie grecque, disons jusqu'à Saint-Augustin. Chez les Grecs, l'homme est hanté par ses passions, mais il est doué de raison. Les passions chez les Grecs, ce peuvent être tous les emportements, qu'ils soient des emportements de tristesse ou de joie, de colère ou de trop grande réjouissance. On a vu il y a quelques années un joueur de football tellement content d'avoir marqué un but qu'il a voulu faire un saut périlleux arrière, il est tombé sur la nuque, il s'est brisé la nuque et il est mort. Donc ça peut être ça. La passion, c'est pathos, ça peut être la souffrance. Quand on parle de la passion du Christ au moment de la Semaine Sainte, c'est aussi cela. Mais ce peuvent être aussi toutes les passions que nous connaissons dans le langage commun. La passion du jeu, la passion du vin, la passion des femmes, enfin toutes sortes de passions qui entraînent un individu à commettre des actes ou à observer un comportement qui n'est pas un comportement raisonnable. Donc, contre ces passions, pour lutter contre ces passions, les Grecs nous enseignent que l'homme est doué de raison. De fait, à partir du moment où notre raison nous permet de vaincre nos passions, eh bien, nous devenons un homme raisonnable. Dans cette perspective, sous cette perspective, évidemment, la figure humaine la plus honorable, la plus respectée, c'est la figure de celui qui sait comment conduire sa raison, c'est-à-dire le philosophe, l'ami de la sagesse. De fait, dans la pensée grecque, au sommet de la hiérarchie humaine, il y a le philosophe. Le philosophe, c'est le sage, c'est celui qui guide les autres hommes vers la voie de ce que les Grecs appellent le souverain bien. Donc on comprend l'extrême prestige qu'ont les philosophes et qu'a la philosophie à l'époque des Grecs et disons au-delà des Grecs dans toute l'Antiquité gréco-romaine autour du bassin méditerranéen. Il faudra attendre Saint-Augustin, j'en ai parlé tout à l'heure, pour que disons se substitue à la raison la conscience. Saint-Augustin, c'est le grand philosophe qui va instaurer la conscience en disant non, la dignité humaine ne repose pas sur ma raison, parce que ça voudrait dire que celui qui est moins intelligent que moi aurait moins de dignité. La dignité humaine repose sur le fait que nous ayons tous une conscience. Et puis Saint-Augustin dit la conscience de tous les hommes est égale parce qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. Bon, là, c'est un discours évidemment religieux qui vient se greffer sur cette démonstration philosophique. Et il dit par conséquent, les pauvres nous ravissent le ciel, dit Augustin dans ses confessions. Cette célèbre phrase, les pauvres nous ravissent le ciel, au moment où il raconte sa conversion. Donc, avant Augustin, chez les Grecs, dans toute la philosophie inventée par les Grecs et que perpétueront les Romains à leur manière, eh bien, la sagesse revient aux philosophes. Ce qui inspire évidemment, chez Platon, le concept du philosophe roi. Pourquoi ? Parce que Platon n'est pas démocrate, comme son maître d'ailleurs, Socrate. Il reproche à la démocratie d'avoir affaibli Athènes, qui a perdu cette guerre de presque 30 ans entre Athènes et Sparte. Et Platon reproche à Athènes d'avoir perdu cette guerre à cause de la démocratie, à cause du régime démocratique. C'est un peu, disons, le retour de flamme, puisque
presque 30 ans plus tôt, Périclès avait dit « Nous gagnerons parce que nous sommes une démocratie ». Il y a un discours un peu qui rappelle celui de George Bush, hein, à une autre époque, lorsque l'Amérique est venue mettre du désordre au Moyen-Orient. Eh bien, en définitive, c'est Sparte qui a gagné cette guerre. Donc, puisque la démocratie devait faire gagner Athènes, si Athènes a perdu, c'est la démocratie qui a fait perdre Athènes. Voilà comment, en fait, les choses ont pu se retourner. Et Platon cherche donc un système qui soit meilleur que celui de la démocratie. Et fidèle en cela, en définitive, à une pensée grecque très profonde, ancrée dans tous les esprits, par-delà les divergences de solutions ou de points de vue entre les uns et les autres, au moins il y a une chose sur laquelle tous les philosophes grecs s'accordent, c'est que c'est la raison qui permet de triompher des passions, c'est la raison qui me permet d'aller vers le souverain bien, et non pas la conscience, encore une fois, c'est la raison qui me permet de le faire. Alors, de fait, Platon dit ce qu'il faudrait faire, c'est inaugurer un régime politique complètement nouveau, où l'État sélectionnerait les individus dès la naissance pour, peu à peu, disons, rétrécir cette sélection de façon à trouver l'idéal du citoyen qui est le philosophe. Et à ce philosophe, on confie les rênes du pouvoir. C'est ce qu'on appelle le philosophe roi. Alors ça commence par une sélection drastique. Hein. Alors ça, cela dit, c'est pas Platon qui l'a inventé, mais l'eugénisme, c'est-à-dire la bonne naissance. On sélectionne, comme à Sparte, on sélectionne les individus en fonction de leur tare ou de leur non-tare, juste physique par exemple, et puis ensuite intellectuel. On arrache les individus, alors ça c'est une nouveauté platonicienne, on arrache les individus à leur famille très très vite et on les confie à l'État. Il n'y a plus aucun intermédiaire entre l'État et le citoyen. Il n'y a pas de corps intermédiaire comme la famille, par exemple. L'idéal, hein, selon du moins Platon, c'est que l'État prenne en charge le citoyen dès sa naissance. Et puis encore une fois, on va l'initier à différentes disciplines. Pas seulement la philosophie elle-même, ça peut être la géométrie, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, hein, dit Platon. Et même le domaine des arts, par exemple, va être orienté, tourné vers le service de l'État, vers l'exaltation de l'État. Quand l'État est en guerre, dit Platon, eh bien il faudra que le musicien compose des chants de guerre, et quand l'État est en paix, que le musicien compose des chants de paix. Ce qui est rien comprendre d'ailleurs à la création artistique, puisqu'en général on court toujours derrière ce que nous n'avons pas. Et c'est au contraire en période de guerre que l'on écrit des poèmes comme Ronsard, par exemple, des poèmes, disons, de tranquillité. Et c'est en période de paix que l'on écrit comme Chateaubriand des poèmes, au contraire, qui appellent au désir des orages. Levez-vous, orages désirés. Donc ce n'est rien comprendre à l'inspiration des artistes. Mais peu importe, telle est l'idée, en tout cas, de Platon. Donc on voit évidemment plusieurs choses. D'abord, l'instauration d'un régime totalitaire, de type totalitaire. La totalité de ce qui fait un homme est prise en charge par l'État pour créer ce philosophe roi, pour créer cette figure du chef qui va gouverner parce qu'il est sage, et s'il est sage, c'est parce que c'est un philosophe, et s'il est un philosophe, c'est parce qu'il sait conduire sa raison. L'autre côté totalitaire, plus grave encore, c'est que celui qui ne pense pas comme l'État pense, c'est donc qu'il ne pense pas du tout. Et cela anticipe ce que nous verrons se produire, par exemple en Union soviétique, où un opposant politique était volontiers enfermé dans un hôpital psychiatrique, parce que s'il n'était pas communiste, marxiste-léniniste, c'est qu'il était fou. Donc, puisqu'il était fou, il fallait bien l'enfermer dans un camp psychiatrique. Vous voyez, c'est cette espèce de logique, évidemment, qui est déjà induite dans la pensée platonicienne. Si je ne pense pas comme le philosophe roi, c'est que je ne suis pas moi-même un philosophe et que, par conséquent, je ne sais pas conduire ma raison. Il y a plus profondément, disons plus fondamentalement, il y a plus grave encore, c'est de laisser croire que le chef, la qualité essentielle du chef, c'est cette intelligence de philosophe, cette intelligence en définitive académique, ce qui est complètement faux. L'histoire a surabondamment démontré qu'il y a plusieurs formes d'intelligence.
J'ai parlé d'artistes tout à l'heure. L'intelligence de Mozart ou l'intelligence de Verlaine n'ont rien à voir avec l'intelligence académique du philosophe. Ce sont des intelligences d'une autre nature. L'intelligence du chasseur, l'intelligence du guerrier, qui a le sens de la tactique, par exemple, n'ont rien à voir avec l'intelligence du philosophe, l'intelligence académique. Il y a donc plusieurs formes d'intelligence. Ce qui n'est pas inclus dans la pensée platonicienne, c'est d'ailleurs pas le seul. Bien avant lui, Confucius en Chine pensait lui aussi qu'il fallait confier l'administration de la Chine, alors en dépit du fait qu'il y avait l'empereur qui coiffe tout ça, mais enfin le gouvernement de la Chine, aux lettrés, hein, à ceux qui savent, à ceux qui ont un savoir académique. Et c'est une idée qui en fait va traverser toute l'histoire des idées politiques, jusqu'à une période encore assez récente. Pensez à ces lettres que Einstein envoyait par exemple à Sigmund Freud en disant « Mais les gens qui gouvernent le monde sont vraiment tous des ânes bâtés. Il faudrait, ne pensez-vous pas, qu'il serait judicieux de constituer un aréopage de savants comme vous et moi pour gouverner le monde parce que nous sommes les plus intelligents. » Ça, c'est une idiotie. Hein. Le management, si on peut dire, le chef a une intelligence particulière qui n'est absolument pas celle du philosophe. Et pourtant, je le répète, c'est une idée qui a beaucoup circulé dans l'histoire des idées politiques. Alors elle est minoritaire, mais elle a quand même circulé dans l'histoire des idées politiques. Alors s'agissant évidemment de la forme totalitaire que Platon propose à l'État, eh bien c'est une idée que les Grecs n'écouteront pas. Heureusement pour eux. Pourquoi ? Parce que ça ne leur plaît pas. Il y a un consensus favorable au démocratisme à Athènes. Et puis ensuite, l'histoire ouvrira la porte à d'autres modes de pensée politique. Mais ça reviendra en Occident, à la Renaissance, avec des gens comme saint Thomas More, par exemple, dans son Utopie, qui est un cauchemar effroyable, la cité proposée par Thomas More. Et puis, bien entendu, dans les utopies du XIXe siècle, et y compris, par exemple, l'utopie socialiste, alors qui inclut encore autre chose, c'est l'impiété, évidemment qui n'existe pas du tout chez Platon, quand bien même son maître Socrate a-t-il été convaincu d'impiété à son procès, c'est une autre question. Mais vous voyez, c'est ainsi qu'il faut comprendre en tout cas ce fameux concept du philosophe roi, et qui consiste à penser que les rênes du pouvoir doivent être confiées aux intelligents académiques. Toute l'histoire, encore une fois, a montré que en réalité, les rênes du pouvoir doivent être confiées à une autre forme d'intelligence que l'intelligence académique. Pour donner un exemple extrait de l'histoire de France, sans évidemment tomber dans la caricature que la République a présentée de Louis XVI, c'est le chef d'État qui a été de loin le plus cultivé, le plus savant de tous nos chefs d'État, sans vouloir le faire passer pour un imbécile qu'il n'était pas du tout, il était même visionnaire à bien des égards. Bon, on peut quand même estimer qu'il n'était pas le plus grand des managers que la France ait eu, le plus grand des chefs d'État que la France ait connu. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Mais c'est une idée qui existe depuis le début des idées politiques, cette idée qu'on peut confier, on devrait confier le pouvoir aux philosophes, aux savants.